Décembre 2020, deuxième confinement en France. La face du monde a radicalement changé. Depuis le début de cette année, Jean-François Noubel, chercheur en intelligence collective, et moi-même avons commencé un dialogue qui questionne les différentes étapes évolutionnaires du monde holomidal qui vient. Dans cet entretien, Jean-François nous partage son regard sur les enjeux systémiques de cette pandémie, premier signe d'une série d'effondrements à venir, mais aussi comment nous pouvons continuer à œuvrer à l'émergence du monde que nous voulons. Alors au final, est-ce que tout cela donne raison aux collapsologues ? Déjà, je voudrais peut-être reposer une vérité sur la collapsologie parce que, mon Dieu, combien je vois d'émissions qui se méprennent complètement sur la collapsologie. Ça veut dire qu'ils en font une sorte d'idéologie de prédictive ou d'idéologie millénariste de fin du monde, etc. Ce qui ne s'avère pas du tout le cas. La collapsologie, ça relève d'une nouvelle discipline de recherche, tout comme l'intelligence collective aussi. Ça veut dire que ça étudie les mécanismes d'effondrement systémique, locaux, globaux, partiels, totaux. Ça étudie donc cette mécanique-là. Ça ne dit pas si ça va se passer, comment ça va se passer, etc. Alors évidemment, on peut avoir ensuite des idées sur des scénarios qui ont de grandes chances de se produire. Par exemple, je pense que sans trop se tromper, depuis pas mal d'années, on peut dire que des crises économiques majeures peuvent arriver tout simplement lorsqu'on regarde un petit peu de façon structurelle le système économique qui, dans sa structure même, ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec les événements extérieurs ou conjoncturels, mais dans sa structure même, ne peut que s'effondrer, de toute façon. Alors ça sera demain, dans 5 ans, dans 10 ans, combien de fois ça va se rattraper aux branches, personne ne peut le dire, mais voilà, on peut faire aussi un petit peu ce genre de diagnostic, pas tellement de prédiction, mais de diagnostic. Un peu comme Haroun Taziev qui pouvait dire, bon ben voilà, ce volcan un jour il pètera, il ne peut pas dire quel jour, évidemment. Il y a aussi un autre scénario, et ça on se le disait depuis longtemps avant, celui effectivement de pandémie, tout simplement parce que quand on regarde les choses un petit peu objectivement, on voit que déjà n'importe quel élevage intensif en France, en Chine, au Chili, aux États-Unis ou ailleurs, représente une bombe pandémique potentielle. Et on le voit d'ailleurs avec les abattages massifs terrifiants de millions d'animaux qui ont lieu ici ou là simplement parce qu'il y a un début de feu ou un supposé début de feu et on va abattre des millions et des millions d'êtres sensibles, d'êtres sentients dans ces lieux-là. Donc voilà, il n'y a pas besoin finalement d'avoir fait des années et des années de Saint-Cyr ou d'école supérieure pour simplement regarder un petit peu les choses en face et de se dire que oui, il y a des départs d'incendies divers et variés et qu'il y a des liens systémiques entre eux et la collapsologie se contente simplement de les étudier. Alors comment j'interprète ça personnellement ? Là encore, je pense avoir un regard scientifique dessus, ça veut dire de regarder les éléments factuels, et de voir comme les autres, comme mes amis chercheurs, que oui, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent avoir des leviers systémiques et s'enchaîner les uns les autres, sans pouvoir faire de prédictions, puisque les systèmes complexes ne permettent pas de faire des prédictions, ils permettent d'établir des scénarios possibles. Et en sachant que plein de choses peuvent arriver. Par exemple, peut-être que dans 2 ans ou dans 5 ans, on trouve une façon de faire des batteries qui durent 10 fois plus longtemps et pas polluantes. Et ça change tout. Peut-être que dans 5 ans, on fait une percée incroyable dans la fusion nucléaire et on peut se débarrasser de la fission nucléaire, donc les réacteurs nucléaires actuels, finalement, peut-être pas dans 50 ans, mais dans 10 ans, etc. Donc il y a plein d'éléments disruptifs, positifs aussi, qui peuvent arriver, qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas prévoir. Nous allons continuer à voir des enchaînements systémiques qui s'enchaînent aussi sur des crises sociales. On voit notamment comment l'intelligence collective pyramidale, qu'il s'agisse des États-nations, des administrations, des ministères, mais aussi des entreprises, des religions, des armées, enfin tout ce qu'il y a de vertical et de pyramidal, autrement dit l'essentiel des structures de gouvernance aujourd'hui, toutes ces structures pyramidales ne savent pas faire face à l'immense complexité qu'elles ont générée dans le monde. Donc on peut pointer du doigt les mauvais présidents, les mauvais PDG, les mauvais CSA. Moi, plutôt que de pointer du doigt telle ou telle personne, qui me semble une erreur
épistémologique, une erreur scientifique profonde, une erreur d'analyse. Je préfère m'intéresser au système en tant que tel, qui déjà se questionnait pourquoi il porte telle ou telle personne ou tel profil de personne au pouvoir, première chose. Et deuxième chose, de toute façon, de constater que tant que nous aurons des organisations complètement pyramidales, cela veut dire confier à quelques-uns des prises de décision sur des sujets infiniment plus complexes que ce que ces petits groupes de personnes pourront embrasser. Donc même des gens de bonne volonté, même des gens bien formés, même des gens, on va dire, pas imbus de leur personne ou avides de pouvoir, on va dire des gens de bonne volonté et bien formés, même eux ne pourraient pas faire face à la complexité systémique des crises que nous traversons. Ça veut dire en termes de système que nous avons besoin d'inventer des systèmes humains qui vont amener des boucles de rétroaction, de régulation, donc de prise de décision, d'action, d'innovation, etc., beaucoup plus riches que ce que les systèmes pyramidaux peuvent nous apporter aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus de savoir telle ou telle parole d'un ministre de l'Intérieur, ou d'un Trump, ou d'un Macron, ou d'un Poutine, qui me semble tout à fait anecdotique. Le système global en tant que tel me semble beaucoup plus pertinent à analyser. C'est super que tu parles de ça, parce que justement, je me souviens très bien que tu nous avais déjà dit ça lors de notre première rencontre, que c'était vain de s'attaquer aux chaînes de commandement, en fait, aux dirigeants. Alors, mais maintenant, se pose la question pour beaucoup aujourd'hui d'acteurs de transition de quelle est la marge de manœuvre. Et par exemple, effectivement, certains étaient déjà depuis 10, 20, 30 ans en chemin pour faire transition. Et sur des communes ou dans des espaces invisibles en fait du plus grand nombre. Et aujourd'hui se trouve un peu dans un système qui est comme paralysé, c'est-à-dire où ils peuvent plus, par exemple, se rencontrer les gens. Donc, il y a comme quand même quelque chose qui inquiète et qui donne envie en fait à tous ces acteurs aussi de converger, je trouve. Il y a comme un mouvement de convergence qui se fait. Que je trouve assez, pour le coup, moi, je trouve qui donne beaucoup d'espoir, puisqu'on nous confine, on nous demande de faire des gestes barrières, de nous séparer les uns des autres, et finalement, ce que je vois beaucoup, notamment sur le web, c'est beaucoup d'élan de convergence. Qu'est-ce que tu en penses ? Sur cette envie de converger, en tout cas, elle me semble naturelle. Maintenant, quoi que l'on veuille faire aujourd'hui, qu'on veuille construire des écovillages, que l'on veuille construire de nouvelles technologies sur l'économie, par exemple, qui vont permettre des systèmes économiques, que l'on veuille faire du développement personnel, que l'on veuille construire des nouvelles façons d'enseigner, on a toujours l'État qui se met au milieu de ça. Alors l'État, soit protecteur, ça veut dire, tiens, il peut nous donner des subventions, on a besoin des élus locaux, donc on va faire avec la structure, et puis l'État empêcheur, qui va soit pour des lourdeurs bêtement administratives, soit pour des éléments réactionnaires qu'on connaît bien, soit pour simplement le désir collectif, systémique de contrôler, de ne pas lâcher le contrôle. Eh bien l'État se trouve au milieu de tout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'État, encore une fois, ça touche à un autre sujet sur en fait, comment organiser notre gouvernance, mais en tout cas, les structures pyramidales étatiques aujourd'hui, j'entends pas simplement Matignon, je veux dire aussi les structures régionales, donc toute cette arborescence de l'État se trouve au milieu, et nous existons à la fois en dépendance de celle-là et en réaction face à celle-là. Donc il y a un petit peu aussi cette ambivalence que nous vivons, je crois, les uns les autres, et qui souvent nous empêche de poser des actions claires. Alors je pense que déjà il y a une réflexion effectivement à avoir par rapport à ça. Notamment, je vois beaucoup de gens que je pourrais classer dans la catégorie, on va dire, des activistes. Donc activistes, ça veut dire des gens qui font des actions. Il y en a certains qui vont vraiment essayer de créer des choses nouvelles. Ça veut dire ils savent au fond d'eux-mêmes, bon, il n'y a plus rien à attendre des institutions, même si on a des gens en leur sein de bonne volonté, collectivement, pyramidalement, l'institution ne sait pas répondre. Elle reste empêtrée dans des trucs ultra lourds, des coûts incroyables, des mécanismes de décision impossibles, des leviers d'action, n'en parlons pas, qui servent à rien, etc. Donc des gens qui disent, ben, voilà, moi je vais faire mon éco-village, moi je vais construire une communauté ici ou là, moi je vais faire ma monnaie complémentaire, on va faire ça ensemble quelque part, nous allons créer une école alternative ici ou là, etc.
Et évidemment, toujours avec aussi face à soi énormément d'obstacles étatiques. De toute façon, on se heurte à la loi, on se heurte à des non-lois, on se heurte bien sûr au manque d'argent, de subventions, etc., etc. Donc ça demande un effort déjà incommensurable. Et puis il y a aussi toute une catégorie de gens, je vais dire peut-être plus intermédiaires, qui vont par exemple dans la rue pour manifester, ça veut dire pour revendiquer, qui pensent encore que l'État peut répondre finalement à la question des retraites, des salaires, du vivre correctement, de la pollution, etc. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'énergie perdue à penser ou à croire ou à dépendre on va dire, d'une figure paternelle en face de laquelle ou auprès de laquelle il faut aller revendiquer quelque chose. Je pense que ça ne se joue plus du tout aujourd'hui sur ce terrain-là et je trouve important de ne plus perdre ce genre d'énergie ou de la colère ou de la revendication, mais de se dire finalement ensemble nous avons largement les moyens de nous auto-organiser, de penser différemment et de construire des choses différemment. Cela va-t-il se faire évidemment dans des mécanismes de friction avec les institutions? Très certainement, forcément. Je vois d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a bien eu ce double mouvement. Ça veut dire de gens qui commençaient à se constituer donc dans des collectifs locaux. Alors, souvent, je voyais très maladroitement, forcément, parce qu'on n'a pas le manuel, parce qu'on n'a pas appris ces choses-là, parce qu'on n'a pas suffisamment développé de techniques citoyennes pour créer des gouvernances à la fois efficaces, que ça ne finisse pas dans des palabres infinies, que ça engage sur de l'opérationnel, etc. Et ça demande du temps pour faire des constructions de cet ordre-là. Et on en voit d'autres qui restent vraiment dans des modèles vraiment revendicatifs, qui vont demander à l'État ou exiger de l'État un certain nombre de choses. Je pense que de toute façon, dans ces deux cas, il y a beaucoup d'énergie qui se perd, même si ça fait partie du processus. Je ne le juge pas en tant que tel. Alors merci, mais alors justement se pose la question pour beaucoup d'acteurs de la transition qui justement n'étaient plus depuis longtemps dans des mécanismes de revendication, mais dans des mécanismes justement d'action concrète, et qui se retrouvent à ne plus pouvoir agir concrètement, tu l'as dit tout à l'heure, par soit des lois votées qui empêchent, soit des lois qui n'existent pas pour faire. Donc se pose quand même beaucoup la question aujourd'hui, et notamment par rapport à certaines lois liberticides qui ont été votées, de la question justement d'entrer en résistance. Et évidemment que quand on y pense et qu'on a cette conscience que lutter contre ou revendiquer n'est pas opérant, on se retrouve dans un espace où on ne sait plus trop comment faire, où on ne veut pas non plus rester passif, et en même temps on ne sait pas comment agir. Alors je me garderais bien effectivement d'arriver avec celui qui a la recette et qui sait tout. Je vais simplement essayer de poser un petit peu de méthodologie, du moins comment je la vois à mon niveau, en sachant que ça reste forcément incomplet. Il y a, on va dire, un angle que j'apporte et il y a plein d'autres choses à voir. Alors, il y a peut-être deux choses essentielles. La première, ce que j'appelle les écosystèmes évolutionnaires. Quand la société a voulu évoluer, par exemple, considérer que tous les humains doivent avoir les mêmes droits, peu importe leur origine, leur couleur de peau, etc. Donc on a une partie de la société, au départ une minorité de gens, qui disent non, nous, ça, on ne se sent plus du tout d'accord avec ça et nous allons commencer à agir. Il y a toujours le même séquencement qui se fait, mais on va voir que dans cet écosystème-là, il y a 4 grands cercles, ou 4 grandes spirales, on va dire, qui fonctionnent en général séparément et qui devraient pouvoir fonctionner ensemble. Et si elles peuvent se mettre à fonctionner ensemble, là, je pense qu'on a vraiment des chances d'avancer. Alors, je vais les nommer, ces 4-là. La première, il s'agit de la spirale scientifique. Ça veut dire des scientifiques qui nous donnent des éléments factuels. Par exemple, dans le cadre du racisme, eh bien faire l'absolu constat que tous les humains ont la même sensibilité, la même capacité à aimer, à souffrir, à réfléchir, etc. On parle de capacitisme. Je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir si quelqu'un ayant plus de capacité a plus de valeur qu'une autre personne. Mais simplement, par contre, il s'agit d'un constat d'égalité de capacitisme et d'égalité de sensibilité, ou d'égalité de sentience. Ça, on peut le démontrer scientifiquement. De même que, par exemple, aujourd'hui, des scientifiques démontrent que
une grande partie du monde animal non humain possède une sentience parce qu'on le voit équipé de tout l'appareil neurosensitif et de tous les systèmes de réponse identiques aux nôtres. Donc voilà, on a des éléments, on va dire, scientifiques. Concernant l'écologie, par exemple, là je pense qu'on ne manque plus du tout de sources scientifiques. Néanmoins, nous avons dans ces sources-là, on va dire des productions très spécialisées, des papiers scientifiques, et parfois extrêmement indigestes, extrêmement difficiles à comprendre pour le tout venant. Ce qui nous amène à la deuxième zone ou deuxième spirale de cet écosystème, à savoir les conteurs. Les conteurs, il s'agit par exemple de journalistes qui vont vulgariser. Il s'agit de gens, de citoyennes, toi et moi, qui s'emparent de cette source scientifique et qui vont savoir la restituer dans une forme narrative. Donc de raconter une histoire. On peut avoir fait par exemple les mesures les plus arides sur les taux de CO2, de méthane dans l'atmosphère, la fonte des glaces, etc. On a des nombres, on a des charts, on a tout ça. Eh bien, il faut raconter une histoire, de dire voilà le scénario qui se passe aujourd'hui, prendre des photos, faire des films, des reportages et raconter une histoire sur ce qui a de grandes chances de se passer. Parce que là, le narratif se met à toucher tout le monde. Donc nous avons besoin de cette deuxième partie d'écosystème, cette deuxième spirale. La troisième spirale évolutionnaire, elle nous amène aux activistes, justement. Ça veut dire les gens qui vont choisir un terrain d'action pour faire avancer les choses. Alors, et toute forme de terrain d'action. Des terrains d'action, par exemple, de lobbying politique. Des terrains d'action de construire des choses sur le terrain. Des terrains d'action de parler aux religions. Des terrains d'action de parler aux citoyens, aux citoyennes lambda. Des terrains d'action de faire des choses auprès des entreprises. Et comment les faire? Eh bien, parfois par simplement le lobbying, parfois par la lutte, la désobéissance civile, la polarisation, qui va finir par faire bouger les choses, avec tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Mais donc voilà, des gens qui s'activent justement. Activistes, ça veut dire qu'ils posent des actions sur un terrain donné. Et là, déjà dans cette troisième spirale, souvent, je vois une déconnexion aussi des deux premières. Et même aussi, au sein de cette troisième spirale, on voit des gens, par exemple, qui ne se parlent pas eux-mêmes, qui se divisent alors qu'ils devraient se compléter. Certains, par exemple, voulant aller dans littéralement une lutte avec désobéissance civile, parfois même de la lutte armée. On peut penser, par exemple, au Black Panther aux États-Unis pendant les mouvements antiségrégationnistes. Et à côté, on avait aussi donc, des mouvements, donc il y avait Malcolm X et les autres, et puis il y avait Martin Luther King. Et on peut aussi regarder en Inde, le mouvement de Gandhi n'aurait jamais, je pense, réussi s'il n'y avait pas eu aussi à côté toute une guérilla donc d'activistes pour l'indépendance indienne, et qui fait que les Anglais ont préféré s'adresser à Gandhi plutôt qu'à ceux qui faisaient la guérilla, de même que les autorités ont préféré écouter Martin Luther King que Malcolm X. Donc finalement, il y a tout un écosystème qui se met à exister et qui malheureusement fonctionne de manière fractionnée, fragmentaire, et parfois antagoniste. Et je le vois aussi aujourd'hui dans les mouvements animalistes. Ça veut dire les mouvements qui considèrent que nous devrions accorder une égalité de considération aux êtres sentients. On parle aussi du sentientisme. Exactement le même schéma. Donc voilà pour le troisième, les activistes. Le quatrième, il s'agit des inventeurs ou des inventeuses, s'il y a un mot féminin, des innovateurs ou des innovatrices, pour dire les deux, pour parler en langage masculin-féminin. Et là, il s'agit de gens qui ont le mindset, la tournure d'esprit pour vraiment créer un truc qui n'existe pas dans ce monde-là. Vraiment un truc extraterrestre. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais prendre un exemple donc actuel et non pas passé, sur, on va dire, le sentientisme. Ça veut dire ce mouvement de pensée qui, encore une fois, dit que les animaux non humains devraient avoir une égalité de considération. Je ne parle pas de droit, je parle de considération. Donc le droit de vivre, le droit d'exister, d'avoir leur territoire, leur population, etc. Eh bien, on voit bien ces quatre zones-là. Il y a des scientifiques qui nous démontrent très clairement la sentience. Il y a des scientifiques qui nous démontrent extrêmement clairement qu'aujourd'hui, l'élevage intensif pollue plus que tout le reste réuni. Voilà pour la partie scientifique. Il y a ensuite des gens qui vont conter et raconter cette histoire. Nous avons pléthore aujourd'hui de livres, de vidéos sur YouTube et tout ça qui nous montrent l'extraordinaire sentience et personnalité des animaux non humains. Nous avons ensuite des activistes sociaux
qui vont d'associations en France comme L214, dont le parti pris consiste à montrer de manière crue des vidéos. Après, on va leur reprocher des trucs de droit commun, d'intrusion dans des zones interdites, etc. Ça fait partie du jeu, de toute façon. Surtout dans les pays où il n'y a plus depuis longtemps le statut de prisonnier politique. Et on va donc tout ramener à du droit commun. Donc quelqu'un qui entre par effraction pour voler ou quelqu'un qui entre par effraction pour filmer et dénoncer quelque chose va se voir puni par la loi de la même façon. Je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, donc, voilà, on a des gens qui vont choisir un parti pris comme L214. On en a d'autres qui font un parti pris beaucoup plus de lutte, comme 369 Libération animale. Ça veut dire qu'ils vont littéralement libérer des animaux dans des abattoirs ou dans des élevages intensifs. On a des gens qui font du lobbying politique. On a des gens qui font des vidéos, etc. Et puis, sur la partie créée à partir de rien, enfin quelque chose de complètement nouveau, il y a d'autres personnes, je pense que j'en fais partie aussi, qui vont inventer des trucs qui n'existent pas. Par exemple, construire une économie végane, construire des constellations monétaires véganes. Ça veut dire de faire qu'une économie végane à part entière peut exister sans se rendre dépendante du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ou des grands acteurs du capitalisme aujourd'hui. Si on comprend cette cartographie, donc je le répète, les scientifiques, les conteurs, les conteuses, les activistes et les innovateurs ou innovatrices, et qu'on se dit, OK, même si on a des modus operandi très différents, nous pouvons fonctionner ensemble, déjà, je pense que ce mindset peut aider à avancer. Voilà pour moi déjà, par rapport à ta question, un premier élément de réponse, de bien comprendre cet écosystème. Avant que j'aille plus loin, je voudrais savoir ce que ça te dit, si tu as des questions ou des clarifications par rapport à ça. Oui, alors c'est quelque chose que j'avais déjà perçu, mais justement, je trouvais que ça fonctionnait en silo, en fait. Comme on le sait tous les deux, dans l'univers, tout est interconnecté. Et effectivement, moi, j'ai l'impression d'avoir un profil qui, justement, interconnecte beaucoup. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la structure sociale, c'est plutôt quelque chose d'assez... tu vois, chacun dans son truc. Et oui, ça fonctionne trop en silo et ça nous ramène aussi au constat que je faisais un petit peu plus tôt sur l'État. Parce que beaucoup vont notamment essayer de construire des lois 1901, des coops, de fonctionner avec l'argent conventionnel, etc. Ça veut dire en fait de fonctionner avec le système étatique, le système capitaliste aujourd'hui, le système des banques, enfin tout ce qui induit des mécanismes de contrôle. Et ça pose une vraie question. Par exemple, avons-nous besoin de nous mettre dans une structure légale? Pourquoi faut-il systématiquement construire une coop, une 1901, une SARL, un parti politique, etc. Pourquoi y a-t-il systématiquement besoin de se mettre finalement dans une architecture qui oblige à fonctionner suivant le système monopolistique aujourd'hui? Je trouve ça assez intéressant. Pourquoi finalement restons-nous aussi autant dépendants de l'argent, là où nous avons aujourd'hui la possibilité de créer des monnaies qui vont nous permettre effectivement de recevoir quelque chose et de le dépenser, donc de faire circuler des richesses en s'affranchissant des euros et en s'affranchissant du système bancaire. Alors ça reste encore un petit peu compliqué, mais il n'y a pas tellement de barrières technologiques, on peut faire des choses finalement assez simples par rapport à ça. Il y a beaucoup plus un changement de paradigme. Et là, ça m'amène peut-être à un autre élément dont on va pouvoir parler, justement. Pour moi, le fait que la plupart des gens, peu importe dans laquelle des 4 spirales évolutionnaires ils se trouvent, scientifiques, narratives, activistes ou innovation, la plupart restent quand même enfermés dans cet ADN social. Et je conçois que ça demande effectivement beaucoup de travail personnel, de cheminement personnel, pour se dire que la sortie de matrice ne se fait pas que par l'extérieur. Ça veut dire, tiens, je vais faire un éco-village, ou je vais faire une école alternative, ou une énergie alternative. Bien sûr qu'il faut le faire, mais on a fait 50% du boulot. Parce que malheureusement, je vois trop de gens, et tu en fais ce même constat, Christelle, je vois trop de gens qui font des choses merveilleuses à l'extérieur, mais qui vivent une véritable schizophrénie, un gouffre entre cet extérieur, alors qu'à l'intérieur, les modes opératoires, l'ADN sociétal ancien continue à opérer. Et ça demande effectivement un sacré travail aussi, ce dont je parle souvent, à savoir ce développement transpersonnel, que de changer aussi la société à l'intérieur de soi.
Et elle se trouve installée de manière très subtile dans les structures de langage, dans les codes sociaux, dans l'alimentation, etc. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant de noter combien de gens ont développé une pensée et une action écologique absolument exemplaires, qui font des choses magnifiques, mais qui ont une écologie intérieure désastreuse. Donc il y a vraiment quelque chose à aller aussi installer à l'intérieur de soi, et ça dépasse le cadre du développement personnel. Parce que le développement personnel doit toucher à mon histoire à moi, ou à ton histoire à toi. Il y a quoi que j'ai en travers de moi-même, mes terreurs, mes vieux contrats transgénérationnels, mes croyances, etc., que je peux lâcher, qui s'opposent, je m'oppose à moi-même, ou je constitue mon principal frein, je peux blâmer le monde entier, mais en fait ça vient de moi-même, etc. Donc une fois que j'ai pu travailler sur tout ça, soigner tout ça, laisser partir les vieux trucs, et que je me sens libéré, ou grandement libéré, de mes blocages ou de mes limitations personnelles, eh bien, arrive la phase suivante de lâcher les limitations transpersonnelles. Ça veut dire les éléments qui nous limitent collectivement. Il faut savoir que l'intelligence collective pyramidale dont je parle ne se trouve pas qu'à l'extérieur. Elle se trouve à l'intérieur de nous, dans ce qu'on appelle notamment des mécanismes ontologiques. Ça veut dire de façon de construire, de façonner notre réalité, donnée par la culture, donnée par nos parents, donnée par tout le monde autour de nous. Nous baignons dans ces choses-là à tel point que nous les internalisons très très profondément. Donc ce mécanisme de libération, de sortie de la matrice pour construire autre chose, pour s'affranchir, et pas simplement s'affranchir et se trouver nu, tout bête à l'extérieur, mais construire quelque chose avec d'autres, demande aussi ce travail transpersonnel. Oui, donc ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire. C'est comme un 8, c'est-à-dire dehors et dedans en permanence. Et il y a une autre chose qui me vient dans ce que tu as partagé, c'est que quand tu parles justement de récit et que tu t'étonnes qu'il y ait toujours, effectivement, c'est quelque chose aussi que je questionne en ce moment. C'est toutes ces personnes qui veulent construire le monde de demain avec tout un tas de valeurs extraordinaires, mais qui le font à l'intérieur d'une structure notamment monétaire, financière, économique, qui pour moi, du coup, n'est pas congruente. Comme tu dis, cette technologie-là existe. Alors comment ça se fait qu'on a autant de... Enfin, que c'est si peu diffusé, même dans les sphères, je dirais, intellectuelles, tu vois. Enfin, je suis assez étonnée, moi, que ce soit si peu diffusé, si peu connu. Je crois qu'il faut laisser du temps au temps. Tu sais, finalement, dans l'absolu, les choses vont très vite. Je pense que toi et moi, on a grandi dans un monde où le mot écologie et écologiste, ça n'existait pas. Je me souviens très bien d'une émission que j'avais écoutée à la radio. Je me trouvais en voiture avec mon papa. Et mon papa me dit avec un petit peu d'humour, « Tiens, là, on a un écologiste », en rigolant, en se moquant. Et je lui demande, ça veut dire quoi un écologiste ? Il me dit, un mec un peu barbu et qui croit que... Bon, donc la caricature des années 70 de l'écologie. Mais finalement, quand on regarde à l'échelle du temps, ça aura pris une génération pour partir de rien du tout. Ça veut dire finalement le rapport du Club de Rome, donc années 70, je crois qu'il date de 68 ou 72, je ne sais plus exactement, mais enfin on se trouve là dans le début des années 70. Et maintenant, où il y a quand même une prise de conscience gigantesque, et il y a tellement de choses à aborder. Par exemple, moi, il y a 15 ans, je publiais déjà sur le lien entre l'écologie et le design monétaire. Je disais qu'il n'y a aucun espoir d'avancer sur la pensée écologique et de construire des économies circulaires, et non seulement circulaires entre les humains, mais circulaires avec les non-humains. Ça veut dire capable d'intégrer tout le vivant, pas simplement dans un entre-soi anthropologique, un peu isolé, ségrégationniste. Bon. Personne ne me comprenait. Je me rappelle l'avoir dit dans des gros congrès d'écologistes, et vraiment, il n'y avait même pas les yeux qui s'écarquillaient, parce que ça ne suscitait même pas un début d'interrogation. Je vois aujourd'hui, ça commence. Ça veut dire quand même des gens dans les milieux écologiques qui commencent à se dire quand même, il faudrait peut-être qu'on commence à penser des monnaies locales. Alors, il reste sur les premiers pas, premier pas un petit peu de sortie de la matrice, monnaie locale. Mais voilà un début. Et finalement, à l'échelle du temps, ça peut nous sembler long à nous, parce que 10 ans, ça fait très long dans une vie d'un être humain.
Maintenant, si on regarde sur l'échelle de l'évolution et de la transition des systèmes vivants, pour moi, ça va en fait extrêmement vite. Alors, il y a quand même des choses qui vont se passer, je crois, j'y crois plus que ça, puisque j'y participe, dans les années qui viennent, les quelques années qui viennent, à savoir que nous allons avoir les outils faciles à utiliser sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, pour créer des organisations complètement distribuées. Ça veut dire qu'il n'est plus besoin d'un pouvoir centralisé. Et ça a des implications considérables. Déjà, elle ne se trouve plus située sur un serveur. Ça veut dire qu'un État désireux de garder ses prérogatives, malveillant ou simplement dans son paradigme, un État peut attaquer un serveur. Il peut dire « Ah, écoutez, là, on a des doutes sur vous, commission rogatoire, filez-nous votre matos, on vous le prend, on va analyser ça. Bon, 2 ans après, on vous le rend, désolé, il n'y avait rien, mais entre-temps, vous avez eu le temps de disparaître 50 fois. » Truc classique, très classique ça. Combien d'associations, de mouvements le voient, commission rogatoire, on supprime tout, etc. Quand on aura des applications distribuées qui nous permettent de nous coordonner pour redistribuer de l'énergie, pour redistribuer de la nourriture, pour prendre des décisions sur la gestion des déchets, pour prendre des décisions sur les mécanismes d'éducation mutualisés, pour faire de l'autopartage, toutes ces choses-là, et notamment aussi faire circuler des monnaies qui n'ont rien à voir avec le système bancaire aujourd'hui, donc qui échappent au monopole bancaire et étatique aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des potentialités qu'on n'avait jamais eues auparavant. Avec aussi toutes les questions que ça pose. Attention, je ne dis pas que tout va arriver comme ça facilement, de façon rose, ça va aussi poser des tas de questions humaines, sociales, etc. Mais cette possibilité-là, qui se trouve, on va dire, en mode alpha-test aujourd'hui, donc on les teste, ça touche les milliers de geeks aujourd'hui, on a des interfaces pas du tout sympas à tester, donc on se trouve encore dans la phase vraiment du code logiciel, mais dans les années qui viennent, nous allons avoir la possibilité de construire des applications distribuées et donc qui vont nous permettre de créer, de coordonner des collectifs totalement autonomes par rapport aux infrastructures pyramidales. Et ça représente pour moi un potentiel évolutionnaire absolument considérable. Ça va venir comme ça de façon organique. Ça veut dire que certains vont se l'approprier plutôt que d'autres. Certains vont réussir mieux que d'autres. On va avoir un petit peu ce darwinisme social. Nous allons voir, par exemple, des constellations monétaires émerger. Et quand je parle de constellations monétaires, ça veut dire des monnaies qui vont nous permettre de nous acheter, nous vendre des choses. Par exemple, les véganes comme moi vont certainement avoir envie d'utiliser des monnaies qui ne peuvent acheter et vendre que des produits et des services et avec des acteurs qualifiés comme véganes, donc soutenant une économie végane. Mais il y aura aussi des monnaies qui permettront de mesurer de la qualité environnementale, de l'empreinte écologique, etc. Ça veut dire des monnaies qui mesureront des richesses autres que celles qui s'achètent et se vendent. Ces choses-là, elles arrivent. Elles arrivent. On commence à les concevoir aujourd'hui, mais elles vont devenir faciles à implémenter et faciles à utiliser, exactement comme il y a 25 ans, lorsqu'on a commencé à démocratiser Internet. Au début, il fallait plutôt des geeks, et puis très vite, il y a eu des acteurs comme AOL, par exemple, dont j'ai fait partie, qui ont amené des interfaces faciles à utiliser. Et donc, ça a démocratisé, effectivement, Internet. Voilà, donc je pense que ce même mouvement arrive, et on parle de quelques années, ce qui finalement, dans l'échelle du temps, va assez vite. Alors pour les gens qui agissent aujourd'hui, ça veut dire qui aujourd'hui s'investissent dans des communautés résilientes, dans des éco-villages, qui créent des écoles alternatives, qui créent des sources d'énergie alternatives, etc., qui créent des mécanismes, des systèmes de transport alternatifs, qui font des technologies open source. Tous ces gens-là ont énormément de mal à fonctionner avec l'économie classique, qui ne récompense que le productivisme et qui ne sait fonctionner que sur un seul système, le vendre plus. Peu importe ce qu'on fait dans l'économie classique, on me récompensera si je vends plus, pas si je vends mieux, pas si je fais mieux pour la société. On ne me récompensera pas sur mon bilan richesse, on me récompensera sur mes marges en argent. Voilà la récompense qu'il y a autour. Eh bien, avec ces systèmes alternatifs, nous allons avoir les moyens de créer des mécanismes beaucoup plus subtils et beaucoup plus adaptés, beaucoup plus systémiques, pour faire donc des économies non seulement circulaires, résilientes, mais intégratrices du vivant dans son ensemble. Ça arrive. Je pense que ça va effectivement se démocratiser beaucoup plus vite qu'on ne le croit.
Merci. Alors du coup, ça me donne envie de te poser une question brûlante aussi liée à une personne autour de moi qui vit ça. Est-ce que par rapport, tu parles beaucoup de communauté en fait, par exemple économie dans le cadre de la communauté végane, etc. Dans le milieu des commoners, c'est-à-dire des personnes qui mettent vraiment le produit de leur travail en open source pour que ça soit du bien commun. Il y a beaucoup d'exemples autour de moi de ces commoners disent se faire piller régulièrement, c'est-à-dire leurs ressources sont prises et puis on repeint les murs et puis on les vend. Donc il y a vraiment beaucoup de témoignages comme ça et du coup est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas encore assez, entre guillemets, tu parlais tout à l'heure d'évolution et de niveau de conscience, on est obligé aujourd'hui de fonctionner en communauté, c'est-à-dire quand même en circuit fermé entre commoners ou entre personnes voilà, qui vont pouvoir contribuer, ou alors on parle aussi d'économie de la contribution, c'est-à-dire on va contribuer, mais tu peux rentrer dans la communauté que si tu contribues aussi, et il y a toujours quand même ce mouvement de la transition qui est ralenti en fait par un phénomène, tu sais, d'appropriation, un phénomène égotique, hein, de peur de manquer, donc justement d'appropriation pour vendre. Pourquoi? Pour gagner de l'argent et le truc qui s'enchaîne. Donc voilà, ma question c'est aujourd'hui, à ton avis, est-ce que par exemple vivre dans l'économie du don et donner et voilà de façon complètement désintéressée, c'est possible en dehors d'une communauté définie au départ? J'ai bien sûr aucune réponse universelle à te donner, je ne peux que te donner des convictions personnelles et un petit peu de mon expérience personnelle. Sur les convictions personnelles, cela va-t-il se faire de façon facile et aisée? Absolument pas. On sait que quand on s'engage sur cette voie, de toute façon, on s'engage sur un chemin difficile, passionnant, mais difficile. Ça, faut le savoir. Voilà, il faut le faire en connaissance de cause. Donc il y a, de toute façon, tous les actes de liberté s'avèrent terrifiants et difficiles. Parce qu'une prise de liberté va nous éloigner de la sécurité, va nous éloigner des mécanismes référentiels, des supports institutionnalisés, etc., etc. Donc ça, on le sait, et on n'a pas la solution, je n'ai pas la solution plus que les autres. Nous nous mettons en danger, nous le savons, il y a des choses difficiles, il y a plein de questions sans réponse aujourd'hui, et à nous de les trouver en tâtonnant dans le noir. Ça, voilà, on peut en souffrir, mais on ne peut pas s'en plaindre, on connaît les règles du jeu. Ceci dit, pour ma part, puisque je fonctionne comme ça, je me considère comme terrien, plus qu'humain d'ailleurs, mais terrien, open source, donc je considère que même les éléments psychiques qui transitent dans mon être, je ne leur reconnais pas la propriété. Je reconnais par contre le terme en anglais on dit de sourceship, ça veut dire, je trouve important de nommer la source, qui a fait quoi, ce qui ne veut pas en dire la propriété. Je trouve d'ailleurs aussi au passage intéressant de noter comment les pronoms possessifs, mon, ton, etc., par exemple si je dis mon travail, ça pose une ambiguïté, à savoir si je considère mon travail comme ma propriété ou simplement il vient de moi, donc ma source, tout simplement. Et quand je dis personnellement mon travail, je pense plus à la source qu'à la propriété. Mais nous avons, tu vois, intéressant de noter dans le langage ordinaire une ambivalence sur ces choses-là. Alors, je considère mon travail, mes actions, mes pensées comme open source et comme faisant partie des communs, ça veut dire du collectif. Les conférences que je donne, les choses que j'écris, pareil, même chose. Pour fonctionner et continuer bien entendu à vivre, je m'interface avec le monde. Ça veut dire que j'essaie de trouver le juste dosage qui me correspond moi, et qui, je ne veux pas dire qu'il correspondrait à d'autres, pour interfacer avec le monde ordinaire. Ce que j'appelle le monde ordinaire ou le monde conventionnel. Il n'y a pas de notion péjorative derrière. Comment je fais, par exemple? J'ai une société légale. J'ai fait ça avant par du portage salarial. J'ai quand même créé, avoir un petit peu plus d'indépendance, et donc j'ai créé une SARL classique qui, lorsque des gens ou des entreprises veulent me faire des dons, eh bien, j'émets une facture, tout simplement. Donc là, il y a un mécanisme, on va dire, classique reconnu par la loi. Ça veut dire lorsque
quelqu'un ou une société veulent me donner 1 000 €, eh bien, il y en aura 500 qui partiront déjà en charges sociales, etc. Et puis, je garderai, je pourrai me payer ce qui reste en payant aussi des impôts dessus, etc. Je pense qu'au bout du compte, il reste à peu près 30%, hein, si on additionne un petit peu tout. Bon, ben voilà. Donc voilà une façon d'interfacer avec le monde. Donc j'essaye de faire, et je pense que beaucoup de gens dans le monde de l'open source vont plutôt proposer au monde, qu'ils le vendent ou qu'ils le fassent dans un mécanisme de don, ça chacun a son mode opératoire, mais plutôt que de vendre de la propriété, ils vont vendre du savoir-faire, vendre de l'excellence. Donc plutôt que le produit, en fait, ils vont proposer l'expérience du produit. Pour ma part, j'ai choisi de faire ça, et non plus pas simplement en le vendant, je ne vends pas, encore une fois, je le répète, j'offre et je propose aux gens de perpétuer la chaîne du don. Et je fais quand même le constat que même dans le monde classique, donc des entreprises classiques, je vois des gens en général super heureux de pouvoir fonctionner comme ça avec moi, qui se disent « Ah, enfin, on n'a pas un truc à négocier avec quelqu'un qui nous vend quelque chose, un consultant, un machin, etc. » Mais j'ai réussi à le faire parce qu'il n'y a pas simplement la mise au point d'un mécanisme, il y a un changement ontologique. Un changement ontologique, ça veut dire que j'ai transformé toutes mes représentations intérieures et tout le vocabulaire qui décrit mes actions. Et il ne s'agit pas de repeindre la surface, il s'agit d'une transformation intérieure. Par exemple, lorsque des gens me disent « Tiens, Jean-François, comment on peut te payer pour ce que tu as fait ?» Je dis « Mais non, vous n'allez pas me payer. Mais comment peut-on te compenser ?» « Mais vous n'avez pas du tout à me compenser, messieurs, dames. Par contre, si vous voulez me faire un don ou un cadeau, vous pouvez le faire. » Tu vois, ou bien « Combien as-tu gagné ?» Je dis « Mais non, mais je ne veux pas gagner des choses, je ne fais pas un concours. Je ne me bats pas, j'ai rien à gagner. » Ah bon, mais d'accord, mais tu as bien eu de l'argent l'année dernière, combien as-tu gagné? Ça, tu peux le dire. Ben non, j'ai rien gagné. Ah, tu parles des dons qu'on m'a offerts? Ah d'accord, on ne parle peut-être pas tout à fait de la même chose. Ça semble un petit coup de ripolin comme ça, mais pas du tout. Ça change déjà mon psychisme à l'intérieur, ça veut dire comment je regarde les choses, comment je les vis à l'intérieur, mais comment aussi j'aide les personnes à le vivre un petit peu différemment que dans le paradigme actuel. Et ça, je pense que pour essayer de construire sur ta question, Christelle, il y a des modes opératoires en tant que tels, ça veut dire oui, comment techniquement on s'interface, crée-t-on une structure ou pas, etc. Et puis il y a tous les éléments intérieurs, une fois de plus, auxquels je reviens, qui me semblent absolument essentiels, conditionnels pour continuer ce chemin d'affranchissement de cette grosse matrice actuelle. Il y a la question d'offrir quelque chose, donc la question du contre-don éventuellement, et il y a la question de la participation consciente. Et ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs à la transition qui proposaient aux personnes qui venaient chercher des services une participation consciente. Et il y avait deux choses. Une première chose, c'est qu'apparemment, ça met les personnes dans une espèce d'inconfort. Alors, je voulais savoir si toi, c'était le cas de tes interlocuteurs, dans une espèce d'inconfort de « Ok, mais combien je dois donner? Combien ça vaut ce que je viens chercher chez toi ?» Et comme si c'était pas à eux, en fait, de définir la valeur, mais à nous de dire, ben voilà, ça vaut tant. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui disaient, ben voilà, ça vaut tant, et vous donnez ce que vous voulez. En fait, c'est comme si on demande à l'autre de faire un boulot, quoi. Un peu, tu vois. Il y a un truc du genre, vas-y, dis-moi combien c'est, comme ça on n'en parle plus, et puis comme ça, moi, j'ai pas à questionner la valeur de ce que tu me donnes, en fait. Tu vois, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entendu que ceux qui faisaient ça depuis un certain nombre d'années se rendaient compte que ça ne couvrait pas, par exemple, les frais de fonctionnement, ou ça ne leur permettait pas de vivre, en fait, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui hésitent en fait à sortir d'un système classique d'offres tarifaires, hein, parce qu'il y a l'inconnu derrière de est-ce que je vais réussir à payer mes charges, etc., etc. Donc bon, on a déjà parlé de toi, ta posture qui est, on va dire, très alignée et qui, voilà, hein, quelque part, c'est aussi un engagement et comme tu dis, c'est quelque chose de courageux. Et qui se fait pas comme ça, voilà, la fleur au fusil, quoi. C'est un vrai engagement, etc. Mais voilà, pour ceux qui sont, je dirais, dans des étapes intermédiaires, il y a ça qui se présente et je voulais avoir un peu ton point de vue.
Alors, première chose, très vite, tu évoquais le terme de don et de contre-don, que j'entends beaucoup, qui nous vient effectivement du merveilleux travail de Marcel Mauss. Mais cette partie de son travail, je ne m'y retrouve pas du tout, parce que cette notion de don et contre-don, je trouve ça assez affreux déjà dans le terme. Et puis on retombe dans la compensation, finalement, on reste dans le paradigme de l'échange. Je t'ai fait un don, mais tu me fais un contre-don. Ben, finalement, on a fait un peu la même chose, hein, donc la condition de contrepartie, justement, dont on arrive mal à se sortir. Donc déjà, première chose, je m'assure, et je l'ai fait d'ailleurs pas plus tard que dans un mail ce matin avec une organisation qui m'a invité à m'exprimer devant une soixantaine de ses membres il y a quelques jours. Et je leur disais exactement la même chose. Je leur disais, si vous voulez perpétuer la chaîne du don, faites-le à partir du moment où vous ne vous sentez pas en dette. Ne le faites pas à partir d'une dette, faites-le à partir de votre joie intérieure. Si ça vous donne envie, faites-le. Et vous pouvez le faire vers d'autres ou vers moi, ou les deux si vous voulez. Et je vous invite à ce moment-là à aller dans votre puissance. Et ce qui va m'amener justement à la notion de participation consciente. Pour moi, la participation consciente, ça constitue, une fois de plus, on va dire, une étape intermédiaire qui se joue à mi-chemin avec beaucoup d'anciens dedans, dont on a du mal à se débarrasser, et déjà un petit peu de nouveau. Mais ça ne suffit pas, il faut toujours aller plus loin. Alors, ce que je vois dans la participation consciente, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le mot participation. Ça veut dire que ça m'enferme sur l'événement qui vient de se produire. Pourquoi devrais-je ne participer qu'à l'événement qui vient de se produire? Pourquoi ne pas inviter les gens à participer, si on regarde le terme de participer, mais plutôt à donner sur la cause plus grande que simplement l'événement qui vient d'avoir lieu? Parce que s'il y a un événement, par exemple un séminaire de formation pour un certain type d'éducation, ou pour de la CNV, de la communication non violente, ou pour des techniques de construction écologique, peu importe, il y a plein de choses comme ça, ou de développement personnel. Bon. Et on va dans la participation consciente. Mais on oublie que ces gens qui ont organisé ce séminaire ont un engagement dans une cause beaucoup plus grande, et que ce séminaire-là représente un petit passage anecdotique de quelque chose de plus grand. J'invite ces personnes-là à dire, bon voilà, vous avez vécu ce moment-là, mais qu'avez-vous envie de donner de matériel, votre savoir-faire, du temps, de l'argent, des cryptos, un service particulier, un bien particulier, pour avancer ensemble et pour aider cette structure à continuer au-delà des 2 jours de séminaire qu'on a passé ensemble, par exemple. Quand on parle de participation consciente, on le restreint à quelque chose. Donc, premier écueil, pour moi, il s'agit déjà d'inviter les gens à sortir de simplement l'événement auquel ils ont participé, et de s'inscrire dans quelque chose de plus vaste pour soutenir des gens qui s'inscrivent justement dans une action plus large que simplement ce séminaire, si je prends cet exemple-là. Voilà, la deuxième chose aussi, pour ma part, je fais payer les frais directs, parce que ça n'a rien à voir avec le don, les frais directs. Par exemple, lorsque une entreprise m'invite pour donner une conférence quelque part, ben oui, elle paye le train, elle paye l'hôtel ou le Airbnb si je ne peux pas me faire héberger, elle me paye les repas, parce que ça n'a rien à voir avec du don. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec aussi cette notion de don ou de participation consciente, à savoir déjà de couvrir les frais. Ça, il s'agit d'une donnée qui doit incomber à tout le monde. Nous couvrons les frais, nous partageons les frais ensemble parce que nous faisons quelque chose ensemble dans un espace-temps particulier. Donc pour moi, je l'écarterai de toute façon de la participation consciente. La participation consciente, si on veut garder ce terme-là, personnellement je ne l'aime pas trop, mais même si on gardait ce terme-là, il doit se dissocier des frais ou des coûts directs pour que les gens qui ont engagé, qui ont pris des risques sur tout ça, se retrouvent dans leurs frais. Nous divisons, nous partageons l'ardoise entre tous les acteurs pour que déjà les gens rentrent dans leurs frais. Ça me semble la moindre des choses. Troisième chose aussi, je constate, et ça relève beaucoup d'une culture française que je ne vois pas ailleurs, une culture du pauvrisme. Ça veut dire, à partir du moment où nous fonctionnons dans un milieu associatif, par exemple, ou bien du développement à la personne, etc., il y a une sorte de honte à demander de l'argent. Déjà, on demande, il y a un côté à votre bon cœur, monsieur, dame, tenez, voilà mon petit chapeau, mettez vos petites pièces dedans. Et ça ne se dit pas comme ça de manière explicite, comme je le dis maintenant, mais ça se sent. Il y a une sorte de gêne, et je crois qu'on peut aussi aller dans sa puissance et dire hey, « les amis, là,
On a des richesses énormes les uns les autres. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup, vous, sur votre compte en banque, mais vous avez des richesses. Et il y a certainement des tas de richesses auxquelles vous pouvez contribuer. Tu as peut-être 0 sur ton compte en banque, mais tu as peut-être un savoir-faire long comme ça, et tu vas pouvoir contribuer dans tes richesses d'une autre façon. Donc il faut aussi, je crois, raisonner dans des richesses et oser sa puissance. Ça veut dire de dire, voilà, nous avons énormément de choses que nous pouvons offrir, et aussi énormément de choses que nous pouvons recevoir. Mais tant qu'on reste enfermé dans le paradigme de l'argent, qui reste de toute façon rare, eh bien, on confond encore une fois les richesses et l'argent. Et donc, on s'enferme uniquement dans ce canal-là, alors qu'il y a des espaces de générosité, de dons à donner et à recevoir qui existent à côté de ça et auxquels on ne pense même pas. Et il s'agit à ce moment-là d'inviter les acteurs. Si par exemple, toi Christelle, tu organises, je sais pas, un séminaire de développement personnel, par exemple, ou moi un séminaire d'intelligence collective, je préviens bien les gens à l'avance de leur dire « Nous allons aller dans la puissance de notre générosité. Comptez sur moi pour donner tout ce que je peux. Je vais vous donner toutes mes tripes, tout ce que j'ai. Et vous allez faire de même, les amis. Ça constitue le contrat que nous avons ensemble. Vous n'avez peut-être pas d'argent, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, vous avez du savoir-faire. Vous avez peut-être des biens matériels auxquels vous pouvez contribuer. Eh bien, allez-y, on y va là-dedans parce qu'on veut tous la même chose. Et ça, je le pose dès le départ. Et j'invite les gens qui organisent ce genre d'espace, éco-village, alternatif, tout ce qu'on veut, à oser cette puissance-là. Maintenant, s'il y a des gens qui arrivent et qui disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas d'argent, et puis, etc. » Tout ce côté un petit peu « je ne peux pas, etc. » Alors là, il y a un choix à faire, parce que je ne pense pas qu'il faut se lancer dans ce genre de bataille si déjà on se sent victime d'un système. On a déjà perdu. On vit déjà dans une dépendance du système. Donc il y a aussi peut-être un acte de puissance personnelle à oser poser, de se dire mais ouais, ok, je n'ai peut-être pas d'argent sur le compte. J'ai d'ailleurs choisi une vie qui fait que bon, je ne facture pas, je ne fais pas des factures énormes à côté. J'ai très peu de fric sur mon compte, mais voilà ce que je peux apporter, voilà telle chose, je l'assume, je la propose et je me plains pas. Voilà, il y a aussi, je pense, ces postures qui me semblent intéressantes et je vois trop de gna-gna-gna dans beaucoup de ces espaces. Désolé, j'ai un côté peut-être un peu péjoratif, mais je dis avec mes tripes ce que j'observe. Je ne sais pas comment ça te parle, Christelle. Ça me parle beaucoup parce que ça parle de cette puissance d'agir, en fait, de remettre chacun dans sa puissance. Je crois que c'est vraiment la clé et c'est aussi une clé, je crois, aujourd'hui dans ce qu'on essaye aussi d'éclairer de la situation d'aujourd'hui, parce que ce que je perçois, et même moi, ça m'arrive d'être dans des espaces où j'ai l'impression qu'on me prive de ma puissance d'agir, qu'on me prive de ma capacité à choisir, de mon espace de liberté. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent quelles sont les clés qu'on pourrait leur donner? Par exemple, je ne sais pas, peut-être que ça se place à un niveau transpersonnel, mais justement, face à ce chaos, cette dissonance cognitive, ces décisions politiques qui nous semblent complètement incohérentes, où est-ce qu'on retrouve, entre guillemets, notre puissance d'agir et puis de l'espoir aussi pour notre capacité à continuer d'agir, en fait? Je crois de toute façon que techniquement parlant, tout ça va aller de plus en plus en se passant de l'argent. Ce qui ne veut pas dire se passer des monnaies. Alors, nous nous trouvons dans la phase intermédiaire où l'argent, ça nous empoisonne, déjà du simple fait de la dépendance, puisque ça nous oblige à faire allégeance précisément au système que l'on veut quitter, précisément au système dont on ne veut plus. Donc il y a cette ambivalence déjà que nous vivons et qui crée déjà cette chute de puissance, puisqu'on ne sait pas faire autrement. On n'a pas le manuel, malheureusement, il y a tout à inventer. Cependant, on a des méthodos déjà qui peuvent nous aider dans la transition. Puis une fois ensuite qu'on aura accès à d'autres systèmes monétaires dans les années qui viennent, ça deviendra beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, on se trouve au milieu du gué. Ça veut dire, le milieu du gué, ça veut dire là où il y a le plus de courant et le plus de quoi se faire déstabiliser par le courant. Ce qu'on peut déjà faire, ce que j'invite chacun à faire, chacun et chacune, faire un bilan richesse. Le bilan richesse, ça veut dire de quoi j'ai envie, et je dis bien envie, pas besoin. Déjà, sortons aussi de la notion du besoin, parce que le besoin, ça veut dire, ah ouais, mon Dieu, moi déjà victime de mes besoins. On a le droit d'avoir besoin. Je peux me faire renverser par une bagnole, j'aurai besoin de secours. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a des moments où on a besoin absolument
des autres, on a des failles, on a un accident, on a besoin. Mais il y a plein de cas où on parle de besoin et ça ne relève pas de besoin, ça relève de désir. Par exemple, j'ai posé que je désire manger, je désire vivre, je désire faire du parapente parce que j'adore faire du parapente, parce que ça me nourrit, ça me construit. Je désire faire de la musique, je désire pouvoir écrire, je désire pouvoir construire des technologies post-argent, je désire pouvoir aimer librement, etc. Donc il y a des choses comme ça de l'ordre du désir assumé. Et dans ces désirs, il y en a certains, voilà, j'ai les ressources, les connaissances, etc. Et puis d'autres, je ne les ai pas. Eh bien, je vais à ce moment-là les énoncer. J'ai notamment sur mon site une page, mon site internet, une page qui s'appelle « Richesse désirée ». Et on trouve de tout dans le désordre. Il n'y a pas l'ordre de la pyramide de Maslow, genre j'ai besoin d'argent ou de quoi manger, etc. On trouve, effectivement, il y a l'alimentation, il y a le toit, il y a les choses de base, mais il y a aussi à côté des choses qui n'ont rien à voir avec la survie, entre guillemets, immédiate. Et justement, pour construire cette dialectique réelle du désir, parce que si je désire, ça veut dire que je perds depuis ma puissance, je choisis, y compris de manger ou de vivre. À côté de ça, dans le bilan richesse, il y a ce que moi je peux offrir au monde, ce que je peux donner au monde. Que sais-je faire? Comment je peux le transformer en quelque chose de visible, de transmissible? Parce que je peux me dire, tiens, je sais tellement bien écrire de la poésie en anglais. Ouais, ok, mais qui en veut? Ok, je le sais, mais comment je sais le transmettre? Ça touche à une autre question. Donc on peut avoir des talents, mais ça ne veut pas dire qu'on sait les transmettre. Donc il y a quoi que je peux transmettre comme richesse? Peut-être que je les ai, je ne sais pas encore les transmettre aussi. Donc de devenir une véritable force de proposition sur ces choses-là. Et franchement déjà, quand on fait ça, quand on va dans cette posture de se dire voilà les richesses que je désire, voilà les richesses que je peux offrir, eh bien je me trouve dans une posture de dialogue et d'interfaçage avec les autres beaucoup plus claire. Et je commence aussi par la même occasion à activer des synchronicités parce que ma clarté intérieure va forcément provoquer les événements justes autour de moi. Je les transpire, je fonctionne un peu comme une molécule, ça veut dire qu'il va rejeter ou repousser certaines molécules qu'il ne faut pas que je rencontre, et puis en attirer d'autres. Il y a une sorte de chimie ou d'alchimie humaine qui s'installe. Donc ce bilan richesse, déjà, je ne peux qu'inviter chacun, chacune à le poser. Et dedans, il y aura éventuellement des éléments argent, mais qui peuvent s'avérer importants pour certains, ou tout à fait minoritaire pour d'autres. Ces derniers mois ont été le témoin de multiples mouvements de contestation, appelés communément complotistes, qui ont donné naissance entre autres au documentaire Hold Up. Dans ce doc, il est question de Laurent Alexandre, fervent défenseur de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Quelle est ta position sur ces questions ? Bon, alors déjà, j'efface vite fait le documentaire que je vais mettre entre guillemets Hold Up, qui m'a démontré de manière brillante comment on peut détourner ou recontextualiser les propos. La plupart des gens interviewés, j'en connais certains personnellement, je sais très bien que ce qu'ils ont dit s'avère, mis dans le contexte Hold Up, ils retireraient complètement, ils souhaiteraient retirer leur interview parce qu'il y a une réinterprétation. Donc ce documentaire, je pense à lui seul, liste tout un ensemble de biais qu'on connaît bien, comme les biais de confirmation, les biais de contexte, enfin il y a plein de choses. Donc je vais pas trop rentrer là-dedans, juste pour dire, exit, Hold Up, ce documentaire ne m'a rien apporté d'autre. Sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc., donc des sujets effectivement largement traités par des personnes médiatiques, en particulier Laurent Alexandre, donc je connais assez bien ses propos, ses écrits. Je lui donne raison sur le constat qu'il fait, à savoir effectivement que l'intelligence artificielle, telle que, je reviendrai dessus, telle que utilisée aujourd'hui, va pouvoir remplir les tâches d'énormément de gens, ça veut dire donc de remplacer les métiers d'énormément de gens. On prend par exemple simplement la logistique, qui occupe énormément de métiers. Quand je dis la logistique, ça veut dire de la personne qui trimballe des palettes dans un centre logistique, au chauffeur de camion, au chauffeur Uber, etc.
Donc tout ce qui touche à la logistique déjà, et puis aussi la comptabilité, puis le droit, enfin, etc. Il y a énormément de métiers aujourd'hui que l'intelligence artificielle ordinaire de base va pouvoir prendre ou prend déjà en charge. Donc ce qui nous amène déjà à un constat absolument incontournable et sur lequel je donne totalement raison à Laurent Alexandre, du fait qu'on ne peut plus corréler les revenus des gens à du productivisme. Ça ne marche plus. Alors le propos de Laurent Alexandre va plus loin parce qu'il dit qu'aujourd'hui, on n'éduque pas les gens, on a créé, on va dire, des gens qui deviennent des fonctions, je deviens comptable, je deviens ouvrier spécialisé, etc. Mais on n'a pas éduqué des gens à apprendre. Ça veut dire qu'il s'agit de gens qui ont très peu de plasticité parce qu'ils deviennent en quelque sorte une fonction, et donc des fonctions dont la société capitaliste classique et productiviste va très vite se passer, et elle commence déjà à s'en passer, et ça va aller de plus en plus. Laurent Alexandre dresse aussi un constat supplémentaire avec lequel je me sens en accord, enfin que j'observe aussi, à savoir que les élites politiques ont déjà, inconsciemment je pense pas qu'il y ait de complot là-dessus, mais ont déjà leur parti pris que oui, il y a plein de gens inutiles et il va falloir composer avec. On va peut-être leur donner un revenu universel. Allez-y, achetez-vous votre écran plat avec ça, ou payez votre appartement, votre 30 mètres carrés à 5 dedans, ou à 10, et débrouillez-vous avec ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, ceci dit, là où je vois les limitations du raisonnement de Laurent Alexandre raisonne, encore une fois, dans un monde à intelligence collective pyramidale. Ça veut dire que oui, bien sûr, l'intelligence collective pyramidale a pour dynamique, fonctionne sur l'argent rare, et l'argent rare a pour dynamique la rentabilité. Et la rentabilité nous amènera toujours à plusieurs choses. Diminuer les coûts. Et évidemment, un humain, ça coûtera toujours plus cher qu'un programme d'intelligence artificielle et qu'une machine. Donc il y aura toujours une tentation d'aller vers ça, donc d'éliminer l'humain de l'équation. De créer aussi des marchés bêtes et abrutis qui achètent des trucs tout à fait inutiles, parce qu'il faut créer, dans de l'argent rare, il faut créer des pièges à argent. Et des pièges à argent, ça crée le consumérisme. Ça veut dire créer des produits ou des services captifs de cet argent. Ça ne sert à rien, mais on va créer le besoin. Et puis on va créer le besoin du besoin, et ainsi de suite. Donc voilà une autre dynamique aussi de l'intelligence collective pyramidale qui fonctionne sur les monnaies rares. Autre dynamique de l'intelligence collective pyramidale et donc des monnaies rares qui vont avec, ce qu'on appelle l'argent, à savoir, si je monte une entreprise aujourd'hui, tout et absolument tout m'incite à faire des externalités négatives. Ça veut dire, la pollution, je ne l'embrasse pas dans mes coûts, je vais la reporter ailleurs. Les emplois junk, donc de gens que je vais simplement utiliser dans une fonction, d'ailleurs on parle bien de poste, de job, enfin il y a toute une dialectique qui montre exactement la notion interchangeable des postes. Ça n'a rien à voir avec monsieur machin ou madame truc, non, des postes. On devient cadre dans des boîtes, enfin des trucs, ressources humaines, etc. Donc on a cette notion d'externalité négative, ça veut dire tout ce qu'il va y avoir de négatif, je le sors de mon bilan d'entreprise. Quelqu'un d'autre doit payer. Alors soit des petites mains au Bangladesh qui vont coudre le jour et la nuit, des petites mains en Chine qui vont travailler sur nos écrans plats, etc. Des petits-enfants qu'on va envoyer dans les mines pour les terres rares en Afrique, etc., etc. Et puis bien sûr, les générations futures qui devront scoltiner le PVC, les plastiques dans les eaux, dans les fleuves et dans les océans, etc. Donc tout m'incite dans ce système-là à ça. Et si je reviens à l'intelligence artificielle au service de l'intelligence collective pyramidale me fait extrêmement peur. Et elle va donner effectivement des mécanismes de contrôle, notamment le fait que nous allions de plus en plus aussi dans du télétravail, dans des outils à distance. Il faut savoir que tout ce qui passe dans les tuyaux entre toi et moi en cet instant passe par des mains privées et des intérêts privés et en collusion avec les États. Donc ça veut dire que ce qui fonctionnait sur des champs ouverts avant, par exemple, on se voit quelque part dans un espace physique, nous parlons avec la voix, et tout ça, ça passe dans un espace ouvert, et bien là, ça se passe dans des espaces fermés, des canaux, des tuyaux, contrôlables par d'autres. En anglais, on parle de enclosability, hein, ça veut dire donc des espaces enclosables, si j'en fais un anglicisme. Bon.
L'intelligence artificielle, moi, en tant que telle, je la trouve potentiellement très intéressante si elle devient un outil distribué, dans des applications distribuées qui circulent d'un téléphone mobile à un ordinateur, etc., qui ne se trouve pas sur un serveur centralisé. L'intelligence sociale augmentée m'intéresse énormément. Je vais même aller plus loin. Le transhumanisme, par exemple, la possibilité de vivre plus longtemps et en bonne santé. Ben, désolé, ça m'intéresse. Je n'ai pas, moi, envie de passer les 20 dernières années de ma vie à souffrir d'un cancer ou gâteux. Franchement, si je peux éviter ça, je le ferai. Maintenant, si je dois éviter ça parce que je dois payer un upgrade à Google pour avoir le droit d'ingérer ou de passer dans une pratique qui va me permettre de me upgrader ou de vivre 10 ans de plus, ça me fout les jetons. Par contre, je pense par exemple à un projet russe qui existe, un projet open source et distribué sur la longévité. Ça veut dire qu'ils cherchent à mettre au point des mécanismes déjà, enfin des protocoles pour déterminer son phénotype, son profil morphopsychologique et morphobiologique, hein, pour savoir à quelle catégorie déjà j'appartiens, mes risques statistiques, mes risques mes antécédents familiaux, le type de corps que j'ai, le type de société ou de classe sociale dans laquelle je vis, pour déterminer finalement avec quelles autres personnes, un petit peu dans le même cas que moi, on pourrait déjà commencer à faire des collectifs qui s'auto-apprennent et qui s'auto-soutiennent pour organiser leur longévité. Ben, je ne trouve pas ça idiot. Et peut-être aussi appliquer des protocoles, notamment médicaux ou scientifiques, pour augmenter la longévité. Là, on a, on va dire, les mêmes technologies, et peut-être aussi de l'intelligence artificielle, mais utilisées de façon distribuée. Donc pour moi, la question se trouve beaucoup plus dans savoir si toutes ces choses-là, ces puissances-là vont se faire utiliser par de l'intelligence collective pyramidale ou de l'intelligence collective holomidale. Évidemment, tu connais la réponse me concernant, je préfère que ça aille dans l'holomidal. Mais donc sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme, je rejoins le constat de Laurent Alexandre qui s'avère terrifiant, mais il ne sait le voir que dans un monde complètement pyramidal, il le décrit comme tel. Et pour ma part, je préfère évidemment travailler à ce monde beaucoup plus distribué, auquel cas ces technologies peuvent s'avérer tout à fait intéressantes. Eh bien, du coup, j'ai envie de te poser la question, justement, en termes de peut-être de nom ou de bascule. Aujourd'hui, de ton point de vue, avec les gens que tu fréquentes, est-ce qu'on peut espérer que ce ne sera pas la structure pyramidale qui gagnera, mais la structure holomidale ? Bon, là, on entre un petit peu dans une dialectique, genre la guerre des étoiles, avec les gentils et les méchants. D'ailleurs, Laurent Alexandre a beaucoup cette dialectique-là aussi. Il dit, mais arrêtez de faire les bisounours, il y a des gros méchants. Ça va se faire notamment dans un combat sans merci entre la Chine et les États-Unis, notamment sur l'intelligence artificielle. Et l'Europe va devenir le vassal, voire la colonie digitale de ces grands empires. Bon. Peut-être, je n'ai pas de boule de cristal plus que les autres. Peut-être que Laurent Alexandre a raison. Je m'intéresse néanmoins aux alternatives au processus évolutionnaire, peut-être non plus côté Jedi et que la force soit avec toi, comme ils disent, et de me dire quand même il y a une chose assez pragmatique. De toute façon, l'intelligence collective pyramidale, même bardée d'intelligence artificielle, ne peut pas faire face à la complexité du monde qui arrive. De toute façon, tant qu'elle existera, elle détruira l'environnement suffisamment fort pour que ça la détruise elle-même. Donc je vois plus des scénarios, s'il y a des scénarios difficiles, des scénarios d'effondrement, ça veut dire où l'intelligence collective pyramidale essaye tellement fort de se perpétuer qu'elle y va jusqu'à la mort. Hein, elle va s'accrocher et entraîner les gens dans sa chute quasiment aussi loin que possible. Ça me semble un scénario plus crédible que l'intelligence collective pyramidale va gagner, parce que je ne pense pas qu'elle peut gagner. De toute façon, elle va perdre, simplement déjà par effondrement sur elle-même. Maintenant, l'intelligence collective holomidale, ça veut dire les systèmes vivants humains distribués qui ont un potentiel d'intelligence collective, rappelons-le, bien plus important.
Et il n'y a pas de hasard quand on regarde quand même l'évolution du vivant avec des soubresauts, des bascules, des retours en arrière. Il n'y a rien de linéaire dans tout ça. Mais on voit bien quand même que le vivant a fait des sauts de complexité et que cette complexité s'avère nécessaire pour résoudre les problèmes du système d'avant. Par exemple, la conquête du monde terrestre depuis le monde aquatique, la vie a quand même, on le sait, commencé dans les univers aquatiques. Il y a quoi qui a fait qu'à certains moments, des poissons ont commencé à sortir de l'eau dans cet univers toxique, cette atmosphère toxique avec cette gravité qui n'existe pas dans l'eau, on flotte dans l'eau, et pour envahir ça. Et on connaît la suite. Il y a eu des pionniers, ça n'a pas dû leur sembler très confortable, les premiers qui ont commencé à sortir de l'eau. Et on connaît la suite. Donc déjà, l'évolution, elle se fait en marge des systèmes dominants. Et ça, il faut bien le savoir aussi personnellement. L'évolution, nos évolutions personnelles et collectives se feront toujours sur la crête, dans des zones d'inconfort, dans des zones hostiles, dans des zones dangereuses, mais où on sort, et dans des zones de fragilité intérieure. Ça fait partie du processus, cette fragilité, cette vulnérabilité, parce qu'en même temps, elle nous donne une intelligence. Il y a l'intelligence des fragiles. L'intelligence des fragiles, ça les oblige à se constituer dans des modes opératoires plus intelligents que le système d'avant. Et on a eu ça justement dans l'évolution, je veux dire, ce qui fait qu'on n'en reste pas à des êtres monocellulaires ou à des amibes ou à des êtres très, très rudimentaires. L'évolution a continué par des sauts de complexité, parce qu'il y avait un besoin, sinon il y avait l'extinction. Et je pense que ce processus a de grandes chances de s'appliquer à nous les humains, c'est-à-dire que nous arrivons à un seuil critique de complexité pour l'intelligence collective pyramidale, et que ça peut s'effondrer, je n'ai pas de doute là-dessus, mais ça peut aussi se upgrader, mais ça ne se upgradera pas avec l'intelligence collective pyramidale, ça se fera avec cette intelligence collective holomidale. Et quand je dis se upgrader, ça veut dire que le nouveau système, il prend les briques fondamentales de l'ancien. Il n'arrive pas comme ça de l'espace, il se construit sur l'ancien. Mon corps, ton corps, nos corps très sophistiqués qui représentent, on va dire, un petit peu le sommet de l'évolution aujourd'hui, je ne mets pas de jugement de valeur là-dedans, je dis simplement, voilà, un petit peu à la crête de l'évolution, eh bien, il y a dans mon corps plein de bactéries, de virus qui avaient leur vie propre auparavant et qui ont, par mécanisme de symbiose, intégré mon corps et qui font partie de mon corps. Donc, quand on regarde la genèse de ce qui constitue cette civilisation de dizaines de milliers de milliards de cellules et de bactéries qui font un corps humain, on voit qu'il y a une histoire d'alliance et donc de seuil, de saut de complexité absolument incroyables qui ont eu lieu. Eh bien, ça me semble tout à fait en cours actuellement sur la société humaine. Cela va-t-il se faire du premier coup, la première fois, ou repartons-nous pour 200 ans de pyramidal et on en aura la certitude dans 10 ans? Je ne peux pas le dire. Mais sur une échelle de temps un petit peu plus longue, je ne vois pas comment l'intelligence collective pyramidale a un quelconque avenir, d'autant plus que les technologies et son désir illimité de puissance représentera son premier élément de perte, à mon avis. Merci Jean-François. Je pense qu'on a déjà fait le tour de beaucoup de sujets qui étaient un peu brûlants pour moi et pour tous mes amis de la transition, enfin, en tout cas toutes ces personnes où on pourrait les appeler les créatifs culturels aussi, hein, toute cette petite, je crois, cette petite partie de la population qui œuvre pour un changement de paradigme, mais parfois qui doute aussi, qui a peur aussi de ce qui se présente à nous, et surtout peur de perdre cette puissance d'agir. Et je crois que là, dans nos partages, je crois qu'on a des personnes qui nous écoutent, et moi, en tout cas, ça redonne de l'espoir, et qui me ramène aussi à un partage que tu avais fait dans tes lives, qui est vraiment tant qu'on est en chemin et qu'on suit le fil de sa joie, et qu'on construit en fait jour après jour le monde dans lequel nous vivons, en fait, peu importe ce qui se passe après, puisque de toute façon, nous sommes dans un espace là qui est notre propre espace d'éternité. Oui, et effectivement, merci Christelle de le rappeler, peut-être pour conclure sur les postures personnelles. Quand on chemine vers soi-même, donc quand on va dans la connaissance de soi, déjà, ça me semble une condition indispensable pour construire le monde d'après. On ne peut pas construire quelque chose de bien
sans aller dans la connaissance de soi. Donc ça, je ne peux que inviter tous les gens en désir d'un monde d'après d'aller dans la connaissance de soi comme première étape, parce qu'il y a au fond de chacun de nous une flèche évolutionnaire. Quand on se met à se connaître, on découvre un sens. Et quand je dis un sens, ça veut dire un sens de la vie, mais un sens aussi au sens d'une direction. Et elle s'avère unique pour chacun, chacune. Il y a une personne qui se dit, tiens, moi je vais me mettre à faire de la poterie. Et voilà mon truc, je m'éclate sur la poterie. Et une autre se dit, tiens, je vais écrire des livres. Et une autre se dit, je vais fonder une famille, et puis aussi on va adopter des enfants. Et ça constitue la chose absolument juste pour moi. Et donc, aller dans cette joie intérieure, effectivement, donc ce fil de soi, se suivre soi-même, chacun va trouver une évolution. Et dans cette évolution, il y a toujours forcément un peu plus de compassion, un peu plus de capacité à embrasser l'autre dans sa différence. Il y a évolution quand il y a ce genre de choses. Pour moi, il n'y a pas évolution quand on a gagné plus de fric ou gagné un poste supplémentaire dans la hiérarchie. On peut se sentir très content, on a le droit de le faire, j'ai rien contre, mais l'évolution véritable se joue effectivement dans la conscience. Et quand on va déjà personnellement dans ce chemin-là, il y a pour moi une expérience de transcendance, et ça veut dire qu'on va se trouver dans le placement juste de tous ces autres êtres qui font aussi, à leur façon, la même chose, chacun à leur façon, dans leur mode opératoire, mais il y a un mouvement d'ensemble qui se fait, il y a un mouvement évolutionnaire. Et ça touche vraiment, ça nous permet de nous libérer, peut-être de ce poids de se dire « ouais, mais il faut se coordonner, il faut absolument fonctionner à l'unisson, etc. » Fonctionner à l'unisson, ça relève d'un fantasme du pyramidal. Parce qu'il a besoin, les pyramides sociales, les chaînes de commandement, ne peuvent fonctionner que par des gens normés et obéissants. Sauf que si on va dans un monde super complexe, les gens normés et obéissants s'avéreront parfaitement inutiles et totalement désorientés. Donc il y a une autre boussole qui doit se mettre en place, et elle commence par effectivement suivre le fil de soi, ça veut dire écouter son être intérieur. Et on fait l'expérience de la transcendance là-dessus, ça veut dire on sent bien qu'on s'inscrit dans quelque chose, même si on se sent seul dans sa pratique, on sent bien qu'il y a un mouvement d'ensemble. Et après, bien sûr qu'on a le désir de partager avec les autres, mais ça se fait sans aller dans le sacrifice de son intégrité intérieure, contrairement à ce que nous apprend l'école de l'intelligence collective pyramidale, puisqu'elle fonctionne par des mécanismes coercitifs extérieurs. Je ne le reproche pas, je n'ai pas de jugement de valeur avec ça, je dis simplement qu'on passe dans un nouveau mode opératoire. Et voilà, donc cette flèche évolutionnaire me semble extrêmement importante à comprendre et à retrouver au fond de soi. On peut peut-être conclure là-dessus. Merci Jean-François. Merci Christelle. Et à bientôt. À très bientôt, comme tu sais. Toujours un plaisir d'avancer avec toi.